Halal Nassera, vous êtes directrice de recherche neurosciences cognitives, orthophonie, phoniatrie à l'université d'Alger 2 à Bouzaréa. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonsoir. Si on est là ce soir, c'est pour parler justement de l'apport de neurosciences, d'abord dans la compréhension de l'autisme, dans le diagnostic, mais aussi dans la prise en charge. Mais peut-être avant de développer tout cela, parce que c'est ce qu'on va faire pendant toute l'émission, peut-être une explication. Qu'est-ce que les neurosciences cognitives? Vous êtes la spécialiste du domaine. Dites-nous un peu qu'est-ce que c'est, simplement, peut-être pour les gens qui nous regardent ce soir. D'accord, je vous remercie. Alors, il faudrait d'abord signaler le fait que le paradigme est au pluriel, donc il y a plusieurs sciences à l'intérieur de ce paradigme. Il faut savoir comment il est né et pourquoi il est né, d'abord à l'étranger, et ensuite comment il est né en Algérie et quel est son objet, l'objet des neurosciences cognitives et les applications possibles. Alors, le concept est né il y a moins d'une trentaine d'années au sein des pays avancés parce que ces pays-là sont en crise économique et dans la mesure où on importe et on exporte en matière d'économie le fruit de l'intelligence, dans la mesure où l'intelligence est logée dans le cerveau, dans sa composante donc neurobiologique, ils ont mis en place un dispositif pluridisciplinaire et on parle aujourd'hui de neurobiologie, de neurochimie, de neurophysiologie, de neurolinguistique, de neuropsycholinguistique. Donc ils ont mis autour de la problématique de la connaissance du cerveau dans ces fonctions cognitives qui font l'intelligence et ils sont en train, si vous voulez, d'optimiser la qualité de leur connaissance du cerveau pour qu'ils restent toujours exportateurs. Comment évalue-t-on aujourd'hui l'usage de ces sciences justement chez nous? On est en retard ou pas finalement? Vous ne m'avez pas laissé terminer tout à l'heure, donc je vais poursuivre. Je voulais expliquer comment le concept a pris naissance en Algérie. Donc, je distingue personnellement innovation, importation de innovation, création. Et dans la mesure où c'est l'orthophonie, les prolongements scientifiques des approches des différents troubles vocaux, verbaux qui nous ont fait découvrir les neurosciences cognitives. Donc, il faut dire que c'est une innovation-création. Alors, comment les travaux ont démarré sur les problèmes d'acquisition. Et à ce moment-là, personnellement, j'étais étudiante en orthophonie, donc il fallait que je comprenne comment le processus d'acquisition se déploie chez l'enfant avant 6 ans. Et les troubles d'acquisition sont devenus, si vous voulez, objet de l'orthophonie en premier lieu. Ils ont été. C'est quoi les troubles de l'acquisition? Les troubles d'acquisition, ce sont tous les troubles qui surviennent avant 6 ans. Tous les troubles, les retards de langage, les troubles d'articulation, le retard de parole, l'autisme, les dysphasies, la vigilance, les dysphasies. Il y a 2 types, l'autisme et bien sûr il y a la trisomie, l'infirmité motrice cérébrale. Donc tous ces troubles qui sont en fait des problèmes d'ordre génétique sont des troubles d'acquisition. Et donc il faut comprendre ce qu'est l'acquisition. Oui. Sur la deuxième question, professeur Zellal, parce qu'il faut qu'on avance un peu dans l'émission, est-ce qu'on est en retard aujourd'hui ou pas finalement, parce qu'on dit que c'est récent, ça reste récent même dans le monde? Est-ce que vous voulez parler de l'Algérie? Oui, bien sûr. On les empêche tout simplement d'exister. Oui. Et ça, je ne peux pas en faire l'économie. Alors, nous menons un combat. Il y a eu d'abord le laboratoire qui a été créé en 2000, Sciences du langage et communication. Donc vous êtes la directrice. Et donc, bien sûr, dont, si vous voulez, la composante de ce laboratoire n'est pas une composante prise au hasard, à l'emporte-pièce. Alors, les linguistes s'occupent de décrire pour classer les déficits. Les psychologues cognitivistes s'en occupent, les expliquent. Les thérapeutes que vous avez en face de vous, les médecins, les biologistes de Babzouar aussi, interviennent pour les rééduquer, pour les
prendre en charge, et la prise en charge ne se fait jamais de façon symptomatique. Il faut expliquer, et en sciences humaines et sociales, l'explication, c'est l'équivalent de l'étiologie en médecine. Donc, et puis il y a là, bien sûr, des équipes qui s'occupent de prévention. Ensuite, le laboratoire a connu un développement en 2013 en unité, et bientôt en unité de recherche, donc neurosciences, et très bientôt nous avons eu l'avis favorable de la direction générale et de la recherche scientifique pour créer le centre de recherche neurosciences cognitives et société, et donc là, si vous voulez, l'unité va s'expandre et on va avoir un peu plus d'autonomie et de liberté pour faire avancer les choses, parce que... Néanmoins, professeur Zellal, quand même, vous avez formé beaucoup de monde, hein, lorsque, voilà, il faut dire que ces gens-là, c'est vous qui les avez formés. La deuxième génération. Absolument, vous les avez formés quand même. En matière de formation, c'est une bonne chose. Mais mon produit, si vous voulez. Bon, la post-graduation d'orthophonie est née en 1987. Oui. Et la première maître assistante en orthophonie du monde arabo-africain a été recrutée en 1991. Oui. Donc, l'orthophonie n'a pas l'âge de la psychologie. L'orthophonie n'a pas l'âge. Donc, toute création dans les années 50, 60. Nous faisons face aux obstacles, et je pourrais même me dire que c'est grâce aux obstacles. Mais vous avez fait beaucoup de choses quand même, professeur Zellal. Vous avez formé beaucoup d'orthophonistes en neurosciences cognitives, ce qui est pas mal. Il est important aujourd'hui de diagnostiquer précocement ces enfants, parce que je pense que c'est décisif. Faire une petite mise au point, je dirais, d'ordre à la fois pédagogique et explicatif. Pourquoi cognitive? Pourquoi neurosciences cognitives? Que veut dire neurodéveloppement? Vous savez qu'en psychologie, on parle de développement de l'intelligence. Oui. En orthophonie, dont la psycholinguistique clinique constitue les fondements, on parle d'acquisition du langage. L'enfant autiste ne présente pas de troubles intellectuels. Il ne relève pas de la psychiatrie. C'est un trouble d'acquisition. Et l'acquisition a ses fondements. Elle n'est pas enseignée dans le cursus de psychiatrie, ce qui est un manque. Et les parents d'enfants autistes en Europe manifestent aujourd'hui en faveur de la prise en charge de leur enfant autiste par l'orthophoniste. Pourquoi? J'ai fait un inventaire de toutes les batteries exploratrices et thérapeutiques, Chopler, Lacasse, etc., qui donc approchent l'enfant autiste, que ce soit d'un point de vue diagnostique ou d'un point de vue rééducatif, éducatif plutôt. Eh bien toutes scrutent le langage doublement articulé d'André Martinet, parce qu'il a un langage. Il n'est pas détérioré sur le plan intellectuel. Il faut lui donner, parce qu'il faut parler quand même de soins, il faut lui donner les moyens d'exprimer son intelligence par le langage. Et les parents d'enfants autistes en Europe manifestent aujourd'hui, ils optent pour la prise en charge de l'orthophoniste parce que justement, elle l'amène à l'école, elle lui donne le langage. Donc, je voudrais attirer l'attention, parce que maintenant, on parle de refaire le système de santé, le réviser entièrement. Le ministère de l'Enseignement supérieur prévoit la refonte totale du contenu pédagogique de l'enseignement médical. La Direction générale de la recherche scientifique préconise l'innovation. L'innovation, c'est les neurosciences cognitives. Si on ne les laisse pas se développer en Algérie, on ne peut pas parler d'innovation. Ça serait antinomique. Donc, ce que je voudrais signaler, c'est la spécialisation dans les cursus de psychiatrie qui s'occupent d'enfants autistes, doit intégrer dans ces cursus un cours sur l'acquisition. L'autisme, c'est un trouble d'acquisition. C'est un trouble neuro-acquisitionnel. Parce qu'il n'a pas de trouble. Mais les enfants autistes sont pris en charge aujourd'hui par les orthophonistes, professeur Zellal. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'orthophonie ou les orthophonistes spécialistes en neurosciences ne sont pas suffisamment impliqués dans la prise en charge des enfants autistes?
Parce que quand on voit le reportage, par exemple, quand on voit Madame Ougroudj ou Madame Jafar, quand même, et on va avoir tout de suite quelqu'un d'autre par Skype, donc Madame Tilili Alem, qui est elle aussi une élève qui a été formée par vous, on se dit quand même que les enfants autistes aujourd'hui en Algérie, peut-être pas tous, mais sont pris quand même en charge en partie par des orthophonistes, voilà, par des orthophonistes spécialistes en neurosciences, j'ai envie de dire. C'est évident. L'unité Voilà. de recherche neurosciences orthophonie abrite un doctorat intitulé neurosciences cognitives et e-thérapie. Elle abrite un deuxième doctorat sur un doctorat sur les TCC, les thérapies cognitivo-comportementalistes. Donc ce sont des jeunes doctorants qui sont formés dans le cadre d'activités scientifiques, qui sont les colloques, les journées d'études, les formations. Mais le LMD, ce n'est pas possible parce qu'on ne nous laisse pas enseigner. J'ai des offres de formation qui sont dans le site, qui sont encadrées par des non-spécialistes. Donc ça donne ce que cela donne. Et la médecine, qui veut justement se moderniser, elle a un projet actuellement entre les mains, certificat de surspécialité en orthophonie destiné aux spécialistes médecins en neurologie, en psychiatrie, en pédiatrie, en maxillofacial, en rééducation fonctionnelle. C'est un projet qui a eu un avis favorable de l'Université d'Alger 1 le 4 février et je n'ai jamais compris pourquoi il n'est pas habilité à ce jour. Peut-être les tests proposés aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tests d'acquisition proposés par les neurosciences cognitives? L'objectif d'un test est double. Il permet de caractériser le déficit, c'est comme en médecine, et d'en donner le degré de sévérité. D'ailleurs, la plupart de nos étudiants écrivent Derasa Kefia, Derasa Kimia, sans savoir vraiment ce que c'est. Donc, évaluer est essentiel. Et nous avons fait une journée d'études avec Philippe Evrard. Vous rappelez que vous-même, vous avez développé des tests. Justement. Qui respectent la particularité de la culture algérienne. Hein. Nous en parlions avant cette émission. Merci pour cette question. Et donc, le professeur Philippe Evrard, chef de service de l'hôpital Robert Debré, chez lequel j'ai justement envoyé Mazan Essila en stage, ma doctorante. Eh bien, il a insisté sur l'aspect culturel, pour des raisons épistémologiques et cliniques. Vous avez demandé à la jeune Ougroudj, vous lui avez demandé après l'aphasie. Eh bien, les premières résurgences en aphasie sont en langue maternelle. Et dans la mesure où l'aphasique est un adulte, donc il présente, si vous voulez, un trouble qui se situe dans la période des apprentissages, qui démarre à partir de l'âge de 6 ans. Dans la mesure où les apprentissages sont liés scientifiquement, cognitivement, au processus d'acquisition, donc c'est tout l'échafaudage. C'est pour ça que je voulais justement intervenir au niveau des deux ordres de pathologie, aphasie et autisme. Donc, l'autisme est un trouble d'acquisition. L'aphasie, c'est un trouble, disons, entre guillemets, d'apprentissage. Lorsque l'aphasique se réveille du coma, il présente plusieurs tableaux cliniques, il est aphasique. Eh bien, c'est tout le processus d'apprentissage qui est détruit. Et comme le processus d'apprentissage a comme substrat celui d'acquisition, donc c'est et l'acquisition et les apprentissages qui sont détruits par une toute petite lésion cérébrale en foyer. Alors, concernant l'évaluation, les premières d'ailleurs résurgences en aphasie se font en langue maternelle. Les premières résurgences au réveil du coma, lorsque il est pris en charge par des orthophonistes ou des neuropsychologues. Alors, je voudrais signaler que le seul test d'évaluation practognosique, qui veut dire linguistique, praxique et gnosie. D'accord. Linguistique, ce sont les trois grands domaines qu'il s'agit d'évaluer, de caractériser et de quantifier sur le plan du degré de sévérité. Le seul outil clinique qui existe depuis l'indépendance, qui a fait l'objet d'une adaptation à la culture plurilingue, à la psycholinguistique nationale, dans, si vous voulez, une critériologie internationale, eh bien, c'est le MTA.
C'est un test qui a été développé par vous-même, créé dans le cadre d'un accord de coopération algéro-français que j'ai co-dirigé avec l'auteur même de la batterie d'origine, Jean-Luc Nespoulos, qui prend la particularité de l'arabe et du kabyle aussi. De l'arabe et du kabyle. Vous ne pouvez pas. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'aphasie? Dans la mesure où l'aphasique, lorsqu'il commence à sortir de sa sévérité, de son mutisme, de sa réduction psycholinguistique sévère, il s'exprime en langue maternelle. Donc vous ne pouvez pas démutiser un patient kabylophone en langue arabe. Vous ne pouvez pas le rééduquer dans une langue maternelle qui est autre que la sienne. C'est clair. Et justement, ce que je voulais vous dire, c'est très important pour nos jeunes, la méthodologie d'adaptation d'un test international au réel algérien est incluse ici. On ne traduit pas, on adapte. Ça, c'est pratiquement un 3e doctorat. Et ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on me donne les moyens de former des kabylophones en méthodologie d'adaptation. Parce qu'on ne va pas voir un enfant autiste sans un protocole construit à travers une critériologie. Professeur Zellal, vous avez le mot de fin brièvement. Oui, très bien. Alors je voudrais quand même signaler que l'orthophonie est en train de faire de l'Algérie le leader dans le secteur en pays arabe, puisque nous exportons notre LMD au sein de pays arabes, auquel titre l'URNOP devrait avoir contribué aux travaux avec l'ALESCO organisés par notre ministère. Oui. Merci beaucoup, professeur. Je vous souhaite bon courage.